Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une correction d'un petit blitz qui portait sur la détermination de la célérité du nom d'ultrasonore. Et l'idée était aussi de porter un regard critique sur le résultat trouvé. Bien entendu, ce blitz rappelle une activité expérimentale qu'on avait réalisée en classe. Et donc voici les premiers éléments de réponse. Alors désolé pour le côté artisanal. Donc je vous rappelle que vous avez votre énoncé qui expliquait en tout cas un dispositif expérimental avec un émetteur en regard de deux récepteurs qui étaient décalés par une distance d entre les deux. On mesurait la tension aux bornes de deux récepteurs et on reliait cette tension était mesurée à l'aide d'une carte d'acquisition reliée à un ordinateur qui nous permettait d'afficher l'évolution des tensions aux bornes de chacun de ces récepteurs au cours du temps. Donc vous aviez ici cette première vague, c'était aux bornes du récepteur numéro 1, donc le plus proche de la source dans notre exemple, et le signal du bas, c'était donc la réception. Pour le signal donc aux bornes du récepteur numéro 2, on voit que l'amplitude est plus petite, donc ça corrobore bien l'idée d'avoir ici donc un récepteur un peu plus éloigné que le premier par rapport à la source. Donc on reconnaît ici des salves discontinues, un petit peu donc le même dispositif qu'on avait en classe. Alors, on commençait donc l'exercice par un petit QCM. Je vais essayer de zoomer, désolé pour le mal de mer. Donc, on nous demande si le son est modélisable par une onde mécanique ou électromagnétique. Donc, évidemment, une onde électromagnétique, ça n'a pas de sens ici. Du coup, il restait mécanique longitudinale ou mécanique transversale. On avait vu le terme longitudinal et transversal au travers d'une activité. Donc ici, c'est longitudinal puisque la direction de la perturbation est la même que la direction de la propagation de l'onde. Déterminer le retard pour aller du récepteur numéro 1 au récepteur numéro 2. Il faudra expliciter l'exploitation du graphique page 3. Donc ça, c'est un élément que vous avez du mal à expliquer. Donc ici, on devine le front de réception du récepteur 1. Donc l'onde arrive au récepteur 1 et la même onde arrive au récepteur 2 avec un décalage temporel. Effectivement, ici on a bien le temps, je me décale un petit peu, on a bien le temps ici en abscisse. Donc soit on mesurait de là à là, soit, hop, je vais dézoomer, donc attention pour le mal de mer, voilà. Soit on mesurait le temps entre là et là, soit entre là et là, soit entre là et là. Puisqu'on avait donc ici 3 salves, hop, voilà. Donc soit entre là c'est un premier retard, deuxième retard ou troisième retard. Alors je vous propose de nous intéresser donc ici à la réception de cette salve. Ça c'est la réception d'une salve par le récepteur 1 et ça c'est la réception de la même salve par le récepteur 2. Donc pour ce faire, il faut déjà montrer au correcteur où est-ce qu'on repère le retard. Donc le retard, c'est le temps mis par l'onde pour aller du récepteur 1 au récepteur 2, autrement dit pour parcourir la distance ici 1,20 m dans notre énoncé quand on le lisait. Donc tout de suite on repère bien, alors comme je ne suis pas exactement en face de mon document, peut-être que je serai un petit peu décalé. L'idée est de comprendre le principe des mesures. Donc hop, hop. Et on montre bien à la correctrice, en l'occurrence, que cet écart correspond au retard cherché. Alors ici, on peut faire une estimation, on peut se dire que c'est un peu plus de 2,5 millisecondes, mais l'idée est de montrer quand même une posture professionnelle et donc de trouver l'échelle du document. Rappelez-vous, l'échelle du document, c'est dire 1 cm sur le document correspond à telle grandeur et en telle unité dans la réalité. Ici, ce qui m'intéresse, c'est un retard. Donc le retard est une grandeur qui correspond, une grandeur temporelle. Je veux donc savoir 1 cm sur l'axe ici horizontal correspond à quelle durée dans la réalité. Donc pour ce faire, on va repérer des valeurs sur la graduation. Si possible, on prend les valeurs des valeurs indiquées sur les graduations et idéalement les plus éloignées possible. Donc ici, quand je prends la règle, je mesure la distance entre la graduation 0 et la graduation 17,5 millisecondes. Alors je ne suis pas exactement en face, mais je pense que c'est autour de 20,5 cm. Donc qu'est-ce que je fais de cette information? Eh bien, on va montrer comment on détermine l'échelle du document. Donc on se fait un petit tableau sur le document et dans la réalité. Sur le document, la grandeur qui m'intéresse, c'était donc ici 17,5 millisecondes et la vraie distance c'était 20,5 cm. Je revérifie parce que j'ai fait ça un peu rapidement. Donc ça, l'idée c'est de trouver
à combien correspond cette fois 1 cm. D'accord, c'est ça l'échelle d'un document. C'est pour une unité de longueur sur le document, ça correspond à quelle valeur dans la réalité. Alors bien sûr, vous faites ça proprement à la règle pour votre tableau. Là, je vais un petit peu vite, c'est pour faire comprendre le principe de la correction. Une fois qu'on a ça, et ben on va faire un petit produit en croix. Donc autrement dit, la valeur qu'on cherche, ça nous correspond à 1 cm fois 17,5 millisecondes sur 20,5 cm. Donc à partir de là, on prend la calculatrice, on va dézoomer, hop. Donc on a donc 17,5 divisé par 20,5 et on trouve ici 0,85. Alors 0,85 quoi? Si on regarde les unités, tac, tac, il reste que des millisecondes. Donc ça veut dire que 0,85 millisecondes. Donc 1 cm sur le document représente 0,85 millisecondes dans la réalité. Donc là, on est au top puisqu'on a notre échelle. Donc c'est intéressant parce que finalement ici, on pourrait mesurer n'importe quelle distance. Grâce à cette échelle, on pourrait trouver l'équivalence temporelle. Alors, certains élèves peuvent me dire, madame, on peut très bien mettre ici directement la distance qui correspond au retard pour en déduire sa valeur. Effectivement, on aurait pu s'affranchir de cette étape, mais c'est quand même plus pertinent. On a l'habitude de souvent trouver l'échelle d'un document. Donc ici, dire 1 cm pour temps dans la réalité. Et après, on peut donc ici appliquer notre raisonnement pour le retard. Sous-entendu, si on avait d'autres grandeurs temporelles à déterminer sur le graphique, et bien notre échelle nous permettrait de faire systématiquement le calcul. Cette fois, je mesure sur le document à combien correspondrait ce retard. Je l'estime, alors une fois de plus, je ne suis pas en phase, donc ça ne peut-être pas exactement les mêmes valeurs que moi, 4,1 cm. Donc ici, donc taux est représenté par, alors je mets des guillemets parce que comment ça s'appelle, le retard c'est temporel, c'est pas une distance, hein, par une distance de, donc on mesure bien du front à front, donc 4,1 cm. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, le retard, donc pareil, hein, si vous posez un produit en croix, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on a dit que 1 cm représente 0,85 millisecondes. Alors, je vais faire un petit produit en croix ici. Donc, 1 cm représente 0,85 millisecondes. Et nous, on se demande 4,1 cm représente combien pour le retard. Donc si on pose le calcul, ça nous fait que taux égale 4,1 cm fois 0,85 millisecondes sur 1 cm. Poum poum, on aura donc des résultats en millisecondes. Donc on a dit 4,1 cm ça fois 0,85 millisecondes, pardon, je n'étais pas dans le cadre, sur 1 cm. Donc là, regardez bien comment je fais à la calculatrice. Je garde la valeur entière obtenue précédemment. Donc moi, à l'écrit, je ne marque que 2 chiffres significatifs. J'aurais même dû en mettre 4 pour être plus rigoureuse. Donc on va en mettre 4. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 chiffres, excusez-moi. Ici, on a 3 chiffres, 1, 7, 5. Là, on a 2, 0, 5. Le résultat ne peut pas être plus précis que la valeur la moins précise pour faire le calcul. Ici, il y a 3 CS, donc il faut que je garde 3 CS. Donc 8, 5, et donc le 3 qui est arrondi à 4. Donc 0,854 en toute rigueur. Donc 854, hop là. Mais toutefois, dans le calcul, je garde tout, et donc je multiplie ça par 4 cm 1. Et donc là, j'aurai la valeur du retard, 3,5, attention, millisecondes. Une fois qu'on a ça, tout naturellement, on va s'intéresser à la deuxième partie qui consiste à évaluer justement la célérité sur le plan expérimental. Donc on part de notre formule littérale, on a la valeur expérimentale par définition, c'est la distance parcourue sur le retard. On encadre cette formule car c'est celle-ci qui va nous permettre de répondre à la question. On passe à l'application numérique, on remplace les valeurs chiffrées, les valeurs lettrées par leurs valeurs chiffrées. Donc ici 1,20 m d'après l'énoncé, divisé par
3,5 millisecondes et non pas mètres par seconde. Donc on n'oublie pas de convertir ce temps en secondes. On aura ainsi au numérateur des mètres et au dénominateur des secondes. On pose le calcul, 1,2 divisé par 3,5, 10-3, hop, et on trouve 340. Donc là ici j'ai deux chiffres, hein, donc je vais mettre 3,4 10 puissance 2. Pour faire simple, aujourd'hui, on ne va pas trop insister sur les chiffres significatifs. On va juste relever 343 mètres par seconde. Donc, 343 mètres par seconde. Même si on voulait, on pourrait même retenir tout dans un premier temps. 342,86. 342, alors je barre tout ça pour que ce soit plus propre. 342,86 mètres par seconde. De fait, on me dit que l'incertitude sur la célérité, hop, elle vaut 3 mètres par seconde. Du coup, si c'est 3 mètres par seconde, ça veut dire qu'on a une incertitude de rang unité. Donc ici, on va le noter, U de C égale 3 mètres par seconde. Donc ici, c'est le rang unité qui impose quoi? Eh bien, qui impose qu'on ait, donc qui impose une expression pour la célérité qu'on a trouvée de même rang. Autrement dit, la valeur qu'on va retenir, ce sera non pas le centième, non pas le dixième, mais rang unité. Donc ici, on va arrondir aux 343 mètres par seconde. J'ai anticipé ma réponse. Alors, comment présente-t-on le résultat? Déjà avec un bon nombre de chiffres significatifs, mètres par seconde, et on fait une phrase avec une incertitude sur la célérité de 3 mètres par seconde. Une fois qu'on a ça, on va faire l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, je vous rappelle que c'est la valeur plus ou moins U, d'accord? Donc ici, on peut très bien mettre que l'intervalle de confiance, c'est la valeur moins l'incertitude sur cette valeur. Là, c'est la valeur trouvée plus l'incertitude pour cette valeur. Autrement dit, la valeur vraie, entre guillemets, serait comprise entre 343 moins 3, c'est-à-dire 340 mètres par seconde, et 343 plus 3, autrement dit 346 mètres par seconde. De fait, la valeur de référence, elle vaut ici 340 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que la valeur de référence appartient à l'intervalle de confiance. Elle appartient à l'intervalle de confiance. Hop, intervalle de confiance. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, eh bien, les deux valeurs concordent, d'accord? Donc la valeur expérimentale et de référence sont cohérentes. Toutefois, il faut quand même préciser pourquoi nous, c'est qu'une borne. 343, c'est quand même un peu loin du 340, même si l'intervalle de confiance englobe la valeur de référence par rapport à notre valeur expérimentale. Quelles seraient les sources d'erreur malgré tout? Donc ça, on se rappelle, source d'erreur, puisque pour D, la source d'erreur, ce serait éventuellement un problème de parallaxe. Vous vous rappelez, ça c'est pour D. Pour le retard, idem. Donc idem aussi pour la mesure de taux, avec l'outil réticule qui peut aussi poser problème. Et peut-être aussi la précision même des appareils utilisés. Peut-être qu'on n'a pas des appareils de haute qualité qui ne permettent pas d'apprécier une très bonne précision. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu speed vous a donné des éléments de réponse pour bien comprendre ce qui était attendu. Je vous dis à bientôt.